RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de l'émission Le Son des Bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée. Vous êtes bien sur RCN 90.7. Nous sommes jeudi, il est 18h et on espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisqu'on va y consacrer une partie à un projet qui nous tient à cœur au Son des Bulles et qui implique 3 animateurs de RCN. Julien, Pablo, Joris, notre référence manga. Bonjour Joris. Bon, en 2 mots, ce projet-là, ces 3 gaillards-là vont parcourir à pied pour Joris, à vélo pour Pablo et Julien, 450 km entre Nancy, ici, et Sallanches, en Haute-Savoie. Alors, pas pour aller dormir chez la dame, hein, bien sûr, enfin, quoique, après, vous faites ce que vous voulez, mais une marche au profit des Blues Roses, une association qui accompagne les patients dans les hôpitaux. On en reparlera tout à l'heure. Avec plaisir. Alors, un super projet, hein, mais, excuse-moi, 450 km, je dis petit joueur. Parce que 450 km, c'est ce que parcourt Françoise en un week-end avec son club de randonnée, en talons aiguilles, avec un verre de bière à la main, avec modération bien sûr. Un verre de vin plutôt. Un verre de vin, c'est ça à peu près. Hein. Oui, à peu près, oui. Bon, ça va bien Françoise ? Ça va bien et je peux prêter mes talons aiguilles à Joris. Si Ah ouais, il sera content. 450 km, c'est aussi ce que parcourt Francine en une journée de festival à la recherche d'une dédicace, d'une interview. Alors, petit joueur, quoi. Bonjour Francine. Bonjour à tous. Bonjour, ça va bien ? Ça va. Ça va, impec. 450 km, c'est à peu près la moitié de ce que réalise Charles avec son vélo pour aller boire un petit apéro au soleil. Ben, je fais la route du pastis chaque année. Voilà, donc, c'est beaucoup plus que 450. Mais oui. Oui, avec toujours de modération, bien sûr. Bonjour Charles, et puis 450 km, c'est aussi ce que parcourt David sur son surf d'argent électrique. Tout à fait. Pour organiser le prochain album de l'association Phylactère, dont le thème c'est la magie. La magie. C'est L'abracadabran illustré. Ah, super. Déjà Ça va titre. bien ? Ça va bien. Et heureux de te revoir, merci David. les Ça amis. fait longtemps. Je suis tout à fait ravi de revenir. On a eu du courrier énorme là. Ouais, je que sais fait bien. David ? Les Où est fans, David ? J'étais dans Jumanji. J'étais Jumanji. perdu. Oui, Il était perdu là-bas. Oui. Et 450 km, c'est aussi la distance parcourue en une émission par les courseurs de Jean-Luc, qui essaye tant bien que mal de corriger nos petites erreurs d'élocution. Salut Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Voilà, et nous accueillons aussi Jibi, qui nous parlera tout à l'heure de son projet de financement participatif. Bonjour Jibi. Ouais, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Eh ben, je t'en prie, c'est nous qui sommes ravis. Alors, on va commencer tout de suite par une rencontre avec Romain Rousseau-Perrin, le dessinateur de l'album de La Grande Truanderie. Francine, je te laisse faire un petit peu l'introduction. On a été rencontrer Romain. Donc nous sommes allés rencontrer Romain à l'école d'architecture. Et ce n'est pas un hasard parce qu'il faut savoir que Romain, outre son talent pour le dessin, hein, est également architecte. Donc nous sommes allés le rencontrer là-bas. Il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Et donc il nous a raconté un petit peu ce que c'était que la Grande Truanderie et surtout tout ce qui tourne autour du familistère et de la famille Godin, etc. Donc je crois qu'on va l'écouter. On va le lancer. Alors, Rue de la Grande Truanderie, c'est né donc dans la tête de Jean David il y a une vingtaine d'années, qui a visité le familistère de Guise, qui n'était pas rénové à l'époque. Hein. Maintenant, il y a eu des travaux qui ont été faits sur ce bâtiment, mais à l'époque, ce n'était pas rénové. Et, c'était vraiment dans son jus à la suite du déclin en fait, de la vente des poêles, puisque le familistère de Guise, c'est un familistère qui est proche de l'usine de poêles de Jean-Baptiste André Godin. Donc les poêles Godin qui étaient fabriqués au 19e et 20e siècle, qui le sont toujours d'ailleurs, mais dans une moindre mesure. Et donc Godin, au 19e siècle, a construit pour ses ouvriers un familistère sur la base de la théorie de l'utopie phalanstérienne de Charles Fourier,
Et le famille-mystère, c'est quoi? C'est donc un bâtiment qui réunit des appartements pour ses ouvriers avec tout le confort moderne de l'époque, donc ventilation naturelle, lumière à tous les étages répartis de la même façon, les sanitaires accessibles, voilà, et associé à un certain nombre de services comme un économat, une pouponnerie, un théâtre, une piscine. Voilà, donc tout ça à destination de ces ouvriers. Et l'ensemble de cette utopie qui a été réalisée était financé par la vente des poêles. Sauf que la vente des poêles, au XXe siècle, quand les techniques de chauffage modernes se sont développées, la vente s'est un peu tassée et du coup le système s'est un peu effondré avec. Et donc l'idée de Jean David, ça a été de dire, quand même l'idée est géniale, c'est juste le système de financement qui ne marchait pas, donc on va lui en trouver un autre. Et donc son idée, ça a été de mettre en scène ce personnage féminin principal qui s'appelle Glane, que Gaudin récupère dans les rues de Paris alors qu'elle est enfant. Elle est glaneuse, elle chipe, elle dérobe les bourgeois. Et donc de la prendre avec elle, de l'éduquer pour lui apprendre la morale, et voilà, parce que Gaudin avait des grandes idées sociales. Sauf que Glane est très intelligente et que quand elle va voir le système qu'a développé Gaudin à Guise, elle va se dire c'est juste le système de financement qui ne marche pas, je vais faire la même chose mais pour la truanderie parisienne. Voilà, et c'est comme ça que naît un famille-mystère fictif pour le coup, qui est le famille-mystère de la rue de la Grande Truanderie. Et pour répondre à la deuxième question, comment un enseignant en vient à faire une bande dessinée, je sais plutôt comment quelqu'un qui faisait de la bande dessinée en est venu à enseigner. C'est plutôt ça le bon ordre de la question. J'ai fait des études d'architecture pour faire des études déjà dans un premier temps, et puis parce que le métier d'architecte était finalement ce qui conciliait assez bien mes aspirations de l'époque. Et à la suite de mes études en architecture, j'ai poursuivi dans un doctorat de sociologie parce que mon sujet de recherche se prêtait à un doctorat de sociologie. Voilà, et puis c'est vrai que quand on en revient à la BD et puis que votre scénariste vous propose un projet taillé sur mesure comme celui-là, on ne dit pas non. Là, vous êtes vraiment dans votre élément. Sociologie et architecture, on est vraiment plein dedans. Je pense que c'est un heureux hasard parce que Jean David, je le connais quand même depuis pas mal d'années. Lui me connaît depuis moins longtemps. Moi, je le suis quand même depuis l'âge de 11 ans, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Première rencontre. L'histoire est longue. Et donc de travailler avec lui, déjà, c'était un aboutissement pour moi. Et puis le fait qu'il me propose comme ça un sujet effectivement aussi adapté à mon parcours, j'ai pas mis beaucoup de temps à dire oui. Donc vous pratiquez le dessin BD depuis longtemps? Oui, depuis, je ne sais pas quel âge j'avais, mais c'est une maladie de croissance qui m'a amené à être immobilisé, donc à me concentrer plus sur ma table que sur le ballon. Voilà, donc vous avez croisé Jean-David Morvan à différentes reprises, c'est ce qu'on vient de voir. Alors comment s'est passée votre collaboration au niveau du storyboard, du découpage, qui a fait quoi? Jean-David, il envoie un chemin de fer et un découpage page par page assez précis, sous forme de tableau. Déjà. Voilà, décor, action, dialogue. Et après, il ne donne aucune indication. Alors des fois, si, peut-être grande case, mais c'est assez rare. Il donne assez peu d'indications sur la mise en forme après que moi, je vais devoir faire derrière de ce scénario. Donc je suis très libre de proposer ce que je veux. Parfois j'ai pris des libertés en combinant deux cases en une, enfin voilà. Donc il m'envoie ça, après le storyboard je lui renvoie, il y a un accord de principe, voilà, et puis je passe assez vite à la réalisation derrière. Des pages sublimes où l'architecture, donc je disais, devient personnage en part entière, et l'acmé étant, pour moi, la vue plongeante en fichage du famille-mystère de la truanderie. Alors ça, c'est une planche absolument fantastique, double planche d'ailleurs. Quelles sont les scènes que vous avez eu le plus de plaisir, justement, vu votre parcours, à réaliser? Celle-là, elle était pas mal. Ouais. Et celle-là, les courses sur les toits de Paris aussi.
qui étaient vraiment 2 scènes très plaisantes à dessiner. C'était un peu un défi pour moi de dessiner cette double page plongeante parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait, La vue en fisheye. Et puis voilà, je me suis dit, Jean-David veut quelque chose d'impressionnant. Ouais, puis je reproduisais en fait au tout début, quand j'ai commencé à dessiner les premières pages, je reproduisais un peu d'éthique dans mon dessin et dans la mise en scène, en fait, c'était très statique. C'était toujours à niveau d'œil. Pas de plongée, pas de contre-plongée et tout. Et Jean-David m'a dit, oui, ça manque peut-être un peu de... Et en fait, je ne me rendais même pas compte. Alors que je sais faire, mais je ne me rendais pas compte. Et du coup, du jour où il m'a dit ça, chaque cas, c'était vraiment le fruit d'une réflexion pour savoir où est-ce que j'allais placer la caméra, quoi. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de la couverture, du choix de la couverture. Est-ce que c'est de votre fait ou alors la couverture, c'était un peu, ça s'est fait un peu en flux tendu parce qu'on a fait une première version de couverture qui, voilà, on a vraiment eu beaucoup de mal à trouver le bon angle, la bonne approche pour cette couverture parce qu'il fallait à la fois rester on ne voulait pas tomber dans une couverture avec les gentils et les méchants. Enfin, voilà, et en même temps, il y avait ce famille-mystère à mettre en scène qui est un bâtiment qui est très horizontal, avec ses 2 pavillons. Et donc là, on a une couverture verticale, ce n'était pas simple. Et donc voilà, on a trouvé ce compromis de la photo de famille un peu tendue entre les personnages sous le regard complètement insouciant de Gaudin père, et puis ce famille-mystère, ce pavillon central derrière qui prend tout le second plan. Il faut savoir que c'est la 2e couverture, parce qu'en fait, il y a une édition limitée de l'album qui est tirée à 600 exemplaires et qui a été financée par 2 librairies, la librairie Bulle en stock à Amiens, pardon, et la librairie Savabulet à Strasbourg. Et en fait, la couverture de cette édition limitée, c'est la première version de la couverture. C'est celle qui aurait dû être l'édition classique. On l'a laissé tomber et finalement, les libraires étaient contents de cette couverture, donc ils l'ont reprise pour l'édition limitée. Voilà, toute la genèse. Et au niveau BD, vous avez d'autres projets? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent. Sont en maturation. Oui, voilà. Donc on ne peut pas en dire trop pour l'instant. Ouais. Mais il y a la suite. Il y a une suite qui est prévue. Pas à la truanderie. Toujours avec un scénariste extérieur? Oui, pas forcément. Pas forcément. Donc voilà. vous allez aussi vous lancer en tant qu'auteur complet? Il y a 2 projets là qui se dessinent, donc on verra. D'accord. On verra ce qui se signe surtout. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Le son des bulles sur RCN. Voilà, donc on attend la suite avec énormément parce qu'il faut savoir que c'est un diptyque. Oui, et là, c'est simplement le premier volume. La suite devrait paraître en 2026. Oui, c'est ça. Début 2026, si tout va bien. Si tout va bien. Francine, on va passer aux actualités. Oui. Donc, qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, pour commencer, 2 albums parus le 18 mars. Alors, pour rester dans la même thématique que Billy la Vigne d'Anthony Pastor présenté lors de la dernière émission, l'album Dans les Pins, sous-titré 6 ballades meurtrières, est signé Eric Crick, auteur néerlandais qui m'avait déjà conquise avec ses précédents albums, L'Exilé, un western shakespearien au temps des Vikings, et La Mare, une sombre histoire d'horreur et de psychose. Alors les 3 albums sont parus aux éditions Anspach. Dans les Pins, dont le titre n'est autre que celui d'une chanson populaire américaine écrite vers 1870, dont vous venez d'ailleurs de découvrir quelques notes, est une réédition de l'album publié par Actes Sud l'an 2, avec toutefois une histoire inédite, Little Sally, et un nouveau packaging, puisqu'avec son dos toilé, il bénéficie de la même finition soignée que L'Exilé ou La Mare. Alors pour cet album, Eric Crick s'est inspiré de 6 murder ballads issus de la musique populaire américaine qui ont toujours eu pour thème un meurtre et se passent toutes dans l'Amérique profonde des années 1920. Du crime passionnel au meurtre raciste, ces ballades vont nous faire pénétrer dans l'épaisseur des forêts de conifères d'Amérique du Nord. La magnifique couverture, par la perspective, nous plonge immédiatement dans l'ambiance. La postface, elle, vient nous éclairer sur la genèse de chaque titre en le remettant dans son contexte, en donnant l'origine et les interprètes qui l'ont popularisé. Un QR code nous donne accès à l'album des Bluesgrass Boogeymen avec 3 ballades enregistrées par Eric Crick. Alors, Dans les Pins d'Eric Crick, aux éditions Anspach, 114 pages, 29,50 €. Moi, j'adore. Alors, gros coup de cœur pour le second album paru également le 28 mars, mais cette fois aux éditions d'Argo.
L'album Île déserte, Georges ou la vie sauvage, co-scénarisé par Antoine Decaune et Xavier Coste, avec évidemment Xavier Coste au dessin. Alors, vous l'aurez compris, Georges, c'est Georges Decaune, bien sûr, le père d'Antoine. Avec ses 208 pages et son grand format, c'est du lourd. En 1962, Georges Decaune, alors journaliste vedette de la radio et de la télé, décide d'aller passer une année entière avec pour seul compagnon son chien, non pas sur Belle-Île-en-Mer ou Marie-Galante, mais Eyao, une île déserte de l'archipel des Marquises, et de faire part de son expérience via une émission de radio diffusée quotidiennement. Alors, je vous laisse savourer l'homophonie du titre, Île déserte, étant composé du pronom île et du verbe déserter conjugué au présent. Georges est donc parti jouer les Robinson. Cependant, l'euphorie va être de courte durée. En proie aux moustiques, à la solitude, rongé par la routine, il va vite déchanter. Pendant ce temps, à Paris, le petit Antoine, âgé alors de 8 ans, ne comprend pas et vit mal l'absence de son papa. 60 ans plus tard, petit Antoine devenu grand va nous raconter l'expérience vécue par son père en s'inspirant des chroniques radio, du journal intime qu'il a tenu quotidiennement sur l'île et de ses propres souvenirs. Le récit va prendre la forme d'une conversation croisée entre 3 personnages, entremêlant le point de vue de l'enfant de 8 ans, celui du père qui raconte son expérience à la radio de façon très différente de ce qu'il a vécu réellement, le regard porté par l'homme de 61 ans sur les 2 précédents. Alors, Île déserte est à la fois un récit d'aventure, mais aussi une réflexion sur les rapports père-fils, le tout formidablement mis en image par le talentueux Xavier Coste, qui nous avait déjà bluffé avec sa magistrale adaptation de 1984 chez Sarbacane. Pour cet album, il a opté pour un style rappelant les carnets de voyage, tout en nous offrant de sublimes pleines pages, voire doubles pages, où la couleur explose. C'est absolument époustouflant, on en prend plein les mirettes. Alors, Île déserte d'Antoine Decaune et Xavier Coste, paru chez Dargaud, 208 pages, 30 €, un album à ne pas rater. Alors, vous avez sans doute reconnu cet air siffloté qui nous mène directement à mon immense coup de cœur de ce mois d'avril, le somptueux Crimi de Thibaut Vermeaux et Alex Sinker, paru le 2 avril chez Sarbacane. Alors, bien sûr, il va être question de Fritz Lang et de la genèse de M. le Maudit. Nous sommes en Allemagne, à Berlin plus précisément en 1930. L'inspecteur Lohmann, qui avait enquêté sur le meurtre de la femme du cinéaste 7 ans plus tôt, rencontre Fritz Lang et lui suggère de s'inspirer pour son prochain film d'une enquête en cours, l'affaire dite du vampire de Düsseldorf, qui à la fois terrorise et fascine la population allemande. Ce sera M. le Maudit. Quelles sont les intentions de l'inspecteur ? Pourquoi insiste-t-il tant pour que Lang fasse ce film ? Et lui, Lang, quel démon poursuit-il ? Krimi est le mot qui désigne le roman policier en allemand. Alors on va assister à une double enquête, celle criminelle du commissaire sur les traces d'un tueur et celle esthétique de l'artiste à la recherche de la représentation du mal, et tout cela évidemment va être mis en abîme avec le médium BD. Derrière cette jeunesse fictionnelle de M. le Maudit se profilent différentes thématiques, la culpabilité, le mensonge, la manipulation des masses qui va amener le nazisme. C'est un formidable jeu de miroir où les auteurs nous promènent entre réalité et fiction, à commencer par le fameux inspecteur Lohmann, qui n'est autre que l'inspecteur de fiction, créé par Lang, qu'on retrouvera dans M. le Maudit. Quant à la femme de Fritz Lang, elle a bien été retrouvée morte d'une balle tirée avec le Browning de son mari en septembre 1920. Tout au long du récit, aux anecdotes véridiques vont se mêler d'autres, plausibles, mais totalement fausses. Du grand art. Et puis, il y a cette réflexion sur les rapports entre bande dessinée et cinéma, ce dialogue entre images fixes et images en mouvement, entre images BD et images cinématographiques. C'est un véritable hommage au cinéma expressionniste allemand, mais pas que. L'ombre de Lynch plane aussi sur l'album. Alex Sinker va se renouveler graphiquement avec l'utilisation du fusain, du gommage et de réaux de blanc afin de créer volume et lumière et retrouver ainsi ces volus du cinéma en studio des années 30. Quant aux scènes les plus sordides, les crimes du tueur en série, elles seront représentées sous forme d'ombres chinoises, évitant ainsi par cette mise à distance voyeurisme et concupiscence. Chaque case est un tableau, chaque page une séquence de cinéma. Les planches sont absolument époustouflantes. Pour terminer, peut-être aurais-je dû commencer par là. Outre le contenu, il y a le contenant qui bénéficie d'une fabrication exceptionnelle, format 23-33, dos toilé, empreinte marquage à chaud couleur or, beau papier épais, excellente qualité d'impression.
parler d'expressionnisme, mais là, c'est de l'impression, évidemment. Tout contribue à faire de cet album un incontournable. Crimi de Timo Vermo et Alex Sinker chez Sack McCann. 230 €, 35 € certes, mais ça les vaut bien. Merci Francine. On va passer tout de suite à notre invité, ici présent dans le studio, Jibi. On t'appelle Jibi ou Jérôme ? JB. Ouais. Jibi. C'est bien, c'est comme ça que j'écris. Comme ça que c'est écrit, c'est ton nom d'artiste, on va dire. Alors Jibi, tu viens, on t'avait déjà présenté il y a quelque temps via une petite vidéo sur notre page Facebook. Est-ce que tu peux te représenter pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu ? Oui, alors moi, donc, je dessine depuis que je suis enfant, en fait, surtout dans un style manga. J'ai fait des études d'art plastique, de multimédia, et vers 2015-2016, j'ai rejoint l'association Phylactère, dont fait partie David Bull, et avec qui j'ai collaboré sur plusieurs projets d'ailleurs, sur VHB, Tranché sur le vif aussi, j'ai fait la maquette de Tranché sur le vif. Exact. Et donc, pendant cette période, j'ai aussi fait un petit album qui s'appelait Hope et Goodbye. Et là, mon nouveau projet, en fait, qui s'appelle Ghost Company, c'est un peu une reprise de ce projet de l'époque, mais, disons, amplifié, enfin, avec plus d'informations sur les personnages. C'est ça. Alors, ton projet, justement, quel est-il ? Là, tu as lancé une campagne Ulule, une campagne de financement participatif. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, le financement participatif, comme le nom l'indique, c'est le fait de dire au public, en fait... financer mon ouvrage, et du coup vous le recevrez en avant-première avant les libraires et tout le monde. Et alors il y a plusieurs systèmes, hein. C'est soit c'est de la contribution ça peut être contre des contreparties où on a l'ouvrage, on a des goodies à côté, ça peut être des préventes, ça peut prendre plusieurs formes en fait, mais le résultat est toujours le même, c'est de dire en fait ce sont les lecteurs qui aident les créateurs à financer leur ouvrage, et beaucoup passent par ce biais maintenant, parce qu'en tant qu'auteur indépendant, c'est toujours très difficile justement de financer sa première BD. Tout à fait. Il faudra qu'on en reparle plus précisément de ce type de financement. Et donc toi, tu proposes quoi comme album, là, ton financement ? Alors là, pour la forme elle-même, ce serait un format A5. C'est Ghost Company. Ghost Company, tout à fait. Donc format A5, couverture cartonnée avec jaquette. Et après, en fonction justement de comment marche le financement, on peut rajouter des éléments qualitatifs comme un marquage doré à chaud, du coffrage à sec, une meilleure qualité de papier, et même voire plus de parties si ça marche bien, quoi, parce que... De la belle ouvrage, quoi. Et Ghost Company, ça raconte quoi, en fait ? Alors, Ghost Company, imaginez que dans notre monde, quand les gens meurent, ce sont des faucheuses qui viennent récupérer leurs âmes. Sauf que ces faucheuses, elles ne sont pas nombreuses, en fait, et c'est difficile de récupérer tout le monde. Donc, il y a des fois, des âmes leur échappent, et celles-ci peuvent devenir des fantômes qui menacent nous autres, pauvres petits êtres humains qui vivent notre vie tranquille. Oui. Et dans ce cas-là, qui c'est qu'on appelle ? La Ghost Company. La Ghost Company, forcément. Voilà, et donc cette organisation un peu secrète chasse les fantômes, non pas avec des packs à protons ou des lasers, mais avec des rapières, des techniques d'escrime, un peu de mysticisme et beaucoup de bravoure, en fait. C'est ça, donc, bravoure. Ouais, c'est tout l'univers, en fait, qui tourne autour de cette chasse aux fantômes. Et là, dans le projet que j'ai lancé actuellement, on s'intéresse aux origines des personnages principaux, donc qui sont 4, si tu veux que je détaille encore. Alors, si j'ai le temps, je ne sais pas. On le détaillera un peu plus tard via notre page Facebook. Ouais. Mais par exemple, là, si on veut contribuer, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut se rendre sur le site Ulule. Chercher le projet Ghost Company. Et vous n'avez plus qu'à regarder la page, prendre la contrepartie qui vous intéresse. Donc, il y a 4 packages différents avec plus ou moins de récompenses, on va dire. Il y a le livre avec des dédicaces, le livre avec des goodies comme des autocollants, des options supplémentaires. Très bien. Un peu de tout ça, quoi. Bon, super. C'est dommage qu'il y ait la Ghost Company. Moi, j'aimerais bien être une âme errante comme ça, de façon éternelle. Oh, mais t'as pas le choix. Je peux comprendre, c'est pour le prochain. Ça sera pour le prochain. Voilà. Suite à la Ghost Company. Merci beaucoup, JB. Puis on va mettre toutes ces coordonnées-là sur la page Facebook. On te souhaite bon courage aussi. Et parce bon que courage. C'est très compliqué. Un sacré boulot. C'est du beau boulot que tu fais. Et puis, c'est vraiment, l'association essaie d'être un peu derrière toi, mais c'est vrai que porter un projet comme ça, c'est compliqué. Ouais, merci beaucoup, en tout cas. Il faut t'encourager à ça, quoi. Très bien. On pourra avoir un dessin sur la page Facebook. Mais bien sûr. Oui, tout à fait. Sans inventer le projet, mais juste qu'on ait une image du dessin. Une image intellectuelle du dessin papier. Alors, on va passer, merci JB, on va passer à la pause musicale avec Mathieu Bogart. 18h, 19h, le son des bulles sur RCN.
dans une case tu m'as mis de Mathieu Bocart. Nous, on met tout le monde dans des cases de bande dessinée, bien sûr. Alors, on va passer à ce projet un peu fou de Joris, là, qui va nous parler de ces 450 km à pied pour toi. Oui. Et un vélo pour tes collègues. Exactement. Alors, comment ça va se passer ? Alors, comment ça va se passer ? On va partir donc le 27 juin depuis directement l'hôpital d'enfants à Brabois, donc l'hôpital pour lequel les Blues Roses donnent de leur temps. Et donc, on va partir de là-bas directement. Donc, il y aura l'inauguration d'un petit jardin, voilà, si ça vous intéresse. Ah, super. Un petit spectacle de clown. De chamallow qu'on connaît bien à cette radio-là. Chamallow. Oui. Et après, nous, on partira donc pour faire nos premiers kilomètres. Et donc, on va parcourir 450 en passant par Épinal, Vesoul, Besançon, la Suisse, entre autres, pour arriver jusqu'à Sallanches le 11 juillet. Alors, c'est l'arrivée prévue le 11 juillet. Il se peut qu'on arrive avant ou après. Enfin, on verra bien. Mais voilà, donc l'arrivée est prévue pour le 11 juillet. Et donc, on fait tout ça donc, pour les Blues Roses. Donc, si vous voulez participer, il y a une cagnotte, mais vous pouvez aussi juste partager. Ou alors aussi, on organise avec tous ensemble le Son des Bulles, une collecte. Oui, on en parlera tout à l'heure. On va en parler. Alors, tu dis plusieurs ça, points. C'est facile, on a l'impression. Oui. Non, si Sallanches, voilà, 450 km, mais tu l'as dit au début à pied. Tu l'as dit au début de l'émission, je suis un petit joueur. Mais C'était une blague, bien sûr. Non, mais 450 km oui, à pied. À pied, c'est ça. Donc ça fait une petite moyenne de 30 km à peu près par jour. 30 km par jour. À peu près, oui, c'est ça. Quand on fait ça une journée, ça va ? Oui, 2 jours. C'est ça. En fait, le but, voilà, ça va être de tenir sur la longueur. Mais on s'est entraîné on a déjà fait 150. Oui. Pour un petit entraînement pour essayer de voir comment ça se passe, même en termes d'équipement et même d'organisation, parce que ça veut dire que eux ils sont à vélo, donc ils vont forcément plus vite que moi, mais ça leur permet toujours. Hein. Oui. Il y en a qui glandent, mais il y en a qui arrivent à reculer, je crois, ou à crever aussi. Mais ça leur permettra d'arriver avant moi à certains points de rassemblement pour pouvoir monter le camp, pour que comme ça quand j'arrive, moi, je n'ai rien à faire. C'est ça, voilà. C'est bien. C'est un bon plan, ça. Je m'allonge et c'est tout. Déjà que tu fais pas la princesse. Déjà que tu fais pas le ménage aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de l'association des Blues Roses ? Bien sûr. Alors, c'est une association qui, il y a 4400 bénévoles depuis plus de 80 ans. Qui sont là constamment, assez régulièrement, même quotidiennement, dans les hôpitaux un peu partout en France. Donc pour les enfants malades, les adultes aussi. Et même des personnes âgées. Et donc nous on fait ça pour les Blues Roses de Nancy, parce que bien sûr ils sont dans plusieurs villes, ils ont plusieurs comités. Oui, et donc nous on s'occupe, on va essayer de rapporter le plus d'argent et aussi de bande dessinée, on en parlera à cette association-là. Voilà. Et pour vous soutenir, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais concrètement, si celles et ceux qui nous écoutent là, tout de suite, hop, elles veulent vous aider. Oui. Alors il y a plein de façons. Déjà, donc il y a la cagnotte. Vous tapez sur internet RCN 450 km ou 450 km Blues Roses, vous tomberez forcément dessus. Ou sinon, vous allez sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, donc Nancy et RCN-du-bas Nancy. Et donc il y a une cagnotte avec des petits paliers de dons, un peu comme sur le Ulule de Ghibli. Donc par exemple pour 15 €, donc le pack Marcheur du Dimanche, vous aurez une belle photo dédicacée par nous trois. Pour 30 €, vous aurez aussi en plus les cock-up, ainsi de suite. Bien sûr, une visite de la radio, on propose une visite de la radio, donc n'hésitez pas. Et aussi, bien sûr, après, vous pouvez aussi avoir un magnifique t-shirt. Ou alors mettre le montant que vous souhaitez. Ou tes paires de chaussettes. Oui. Après, alors ça, il faut donner beaucoup. Faut donner beaucoup. Alors donnez beaucoup pour les chaussettes de Joris. Mais sinon aussi, n'hésitez pas à suivre nos aventures, parce qu'en fait, on peut aussi demander de l'aide si simplement vous habitez ou vous êtes sur notre trajet. On ne dira jamais non à un peu d'eau, un peu de nourriture, un logement, enfin, ou même un moment convivial. Ça fait toujours plaisir. Ah, super. Ouais. Et aussi, du coup, si vous voulez nous aider, vous pouvez nous aider en donnant des bandes dessinées. Voilà, tout à fait. Dans plusieurs points. Donc, il y a la librairie Kodama à Toul. Plus belle les bulles à Nancy. La parenthèse à Nancy. Et ici, donc RCN de rue Laurent Bonnevet à Nancy. Vous pouvez donner des bandes dessinées qu'on donnera par la suite.
à l'association Les Blues Roses pour faire une belle bibliothèque pour voilà. Vous n'avez pas les transporter en sac à dos. On les donne directement à l'hôpital le 27 juin et après on part. Oui, parce que les 3 de Francine, ça fait déjà 5 kilos. On est déjà sur du 5-6 kilos, là ça commence à peser. Merci Joris. Voilà, alors, avec grand plaisir. Ouais, super. On va suivre ça de près et puis on parlera de ce qu'on a prévu aussi tout à l'heure. Sinon vous les amis, ce projet-là, ça vous a un petit peu inspiré pour le choix de bande dessinée. On va commencer par Françoise. On n'avait pas le choix d'être inspiré, tu nous avais donné les consignes de toute façon. Donc j'ai été contrainte et voilà. Enfin bref, j'ai trouvé. Sur une partie de mes vacances, quand on vous dit qu'il faut aller farfouiller dans tous les festivals qu'on peut croiser et tout, moi j'étais à Nîmes la semaine dernière, je suis allée farfouiller sur un festival de BD qui était par là. Et j'ai fait une rencontre, je suis rentrée sans but, sans recherche, juste pour voir et j'ai vu. Il y avait un dessinateur qui était là, hyper concentré, tout seul, qui dessinait de façon tellement précise, méticuleuse, tellement délicate, des courbes noires pourtant qui étaient quand même joyeuses. C'est comme ça que je me suis approchée de Yann Damezin. Voilà. Alors après quelques mots sans intérêt à rapporter ici, je me suis forcément penchée sur son œuvre et j'ai trouvé 2 ouvrages somptueux à mes yeux, dont un qui parlait du pianiste autrichien Paul Wittgenstein dans une BD intitulée Concerto pour main gauche, qui au passage est un vrai concerto de Ravel. Ça existe. Donc quelle vie que cet homme. Donc quand on m'a dit qu'il s'est dépassé, alors à l'origine il est autrichien, fils de millionnaire de la sidérurgie, né dans une famille plutôt cossue, où on prône la musique, il y a 7 pianos dans le palais, enfin tout va bien. À la maison, on réceptionne Brahms, Strauss, Prokofiev. C'est un beau début quand même, on pourrait dire que tout est bon pour lui. Eh ben non, parce que là, on va voir la ténacité, l'acharnement, l'entêtement, la volonté, l'obstination, la persévérance, la foi en soi, l'affirmation, merci le dictionnaire des synonymes, et tout ça, ça intervient. Donc, parce qu'il y avait 5 fils dans cette famille, mais alors une mère mélancolique, un père qui refusait que ses fils fassent de la musique. Sur 5 fils, il y en a quand même qui sont 3 suicidés, parce qu'ils ne voulaient pas obéir à leur père. Et Paul, lui, il n'était pas très doué, mais il a bossé. Sa mère lui disait, mais qu'est-ce que tu as fait ce pauvre piano pour que tu frappes ses touches si violemment, tu bats ton instrument plus que tu ne le joues. Eh ben, il s'est obstiné, il a joué, il a eu une petite notoriété sur Vienne, et manque de bol, la guerre de 14 arrive, et alors qu'il commence à être bien, paf, il a un accident, c'est pas un accident dans la guerre, il est victime de la guerre, et on lui coupe le bras droit. Alors, on pourrait dire quand même que croyez-vous qu'il fit, effectivement. Eh bien, il a poursuivi. Et je pense que ça lui a donné un fichu caractère, parce que, aidé par la fortune de son père, il a sollicité les plus grands auteurs de l'époque qu'il a vus. On a parlé Ravel, on a parlé Strauss, tout ça, qui lui écrivent des partitions rien que pour lui, parce qu'il les exige que pour lui. Il se fâche avec Ravel, parce que Ravel lui a écrit une partition, il a dit « Excusez-moi, mais non, moi, ça ne me plaît pas, je vais faire autrement ». Et là, il en va en sortir Concerto pour la main gauche de Ravel, une des œuvres de Ravel les plus jouées. Une des œuvres de Ravel les plus jouées. Oui, Jean-Luc. Après le boléro. C'est la plus jouée, oui. Le boléro, effectivement, toutes les 4 minutes, il est joué dans le monde, je crois. Mais celle-là, apparemment, pour ceux qui savent... Alors moi, j'aime pas le piano, de toute façon. Bon, donc j'ai regardé. J'aime toujours pas le piano, mais c'est une performance à regarder. Quelqu'un qui joue avec une seule main, il faut voir la prestation, c'est absolument extraordinaire. Et ensuite, là, je vous ai parlé donc du personnage quand même, avec du personnage de la BD. Mais ensuite, la BD en elle-même, quelle œuvre à mon sens. Yann Damezin, alors, qui est aux éditions de La Boîte à Bulles, il nous propose là une bibliographie illustrée de façon tellement incroyable. C'est vraiment surréaliste ce qu'il fait. Tout est possible dans les dessins. Il y a des vignettes où il n'y a pas, quelques pages qui sont sans cadre, où il n'y a pas de logique d'encadrement, des grandes cases sans encadrement, ou des dessins dans tous les sens, des courbes, effectivement. On passe du texte de narration au dialogue, mais il n'y a pas de phylactère, juste quelques mots suspendus à côté d'un personnage. L'œuvre est en noir et blanc cassé, il n'y a pas de gris. Quand on a l'impression qu'il y a du gris, c'est uniquement parce qu'il y a des petits points ou alors des petits traits qui colorient la page, mais il n'y a absolument pas de nuance. C'est somptueux. Les personnages sont stylisés partout, il n'y a pas de détails ou alors c'est hyper chargé, il y a peu de décors ou alors des pages mais vraiment infernales. Le dessin est d'inspiration minimaliste orientale comme on trouve dans les dessins perses colorés. Oui, tiens, la BD juste à côté. Donc les pages ne sont pas numérotées, donc je ne sais pas combien il y a de pages, c'est assez conséquent comme ouvrage. Donc ça glisse, c'est un patchwork de sensations, des tableaux qui s'enchaînent, des tranches de vie. C'est à la fois historique et onirique, c'est fantastique. La vie de Paul Wittgenstein est contée, elle est illuminée sans rien cacher de sa noirceur. C'est un roman psychédélique, c'est vraiment
à lire. Hein. Moi, je pense qu'il va me falloir... J'ai pas tout lu, j'ai pas fini, mais il va falloir plusieurs heures, plusieurs jours peut-être. Ça se conclut sur sa mort, où il dit « Après tout, qu'importe, puisque le silence est aussi musique ». Donc, il est combatif jusqu'au bout, cet individu. La bande dessinée est combative et puis elle se termine de façon majestueuse. Bravo aux musiciens, bravo aussi aux dessinateurs, auteurs, effectivement. Et voilà, Francine disait « Pas bouder son plaisir, ne vous boudez pas votre plaisir ». C'est psychédélique, c'est fantastique, c'est magnifique. Bravo aussi à concerto toi, pour main Françoise. gauche. Oui, concerto pour main gauche. Bravo. Donc on est, ça donne envie. Bien, bravo, merci Françoise. Alors Charles. Moi c'est les pages d'histoire. Oui, bien sûr. Les BD du siècle d'avant. La semaine dernière, nous fêtions le 8 mai. Oui. Non. Alors depuis 1946, cette parlez bien dans le micro, Charles. Nous invite à commémorer la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous aussi, j'ai mal écrit, le souvenir de ceux qui ont combattu pendant cette période difficile. Et c'est l'occasion, dans notre émission consacrée à la BD, de rendre un chaleureux hommage à un de ces combattants, un de ces héros de la Deuxième Guerre mondiale, qui présente la particularité d'être un des auteurs de BD les plus connus dans le monde. Je vais vous parler de Jack Kirby. Voilà. Et oui, Jack Kirby, le dessinateur de Hulk, Captain America, des 4 Fantastiques, créateur de super-héros, qui a contribué à la renommée des éditions Marvel, a été un de ces héros qui ont débarqué à Omaha Beach et a été plongé dans une des plus terribles batailles de la Deuxième Guerre, la prise de la forteresse de Metz en août 1944. Voilà, le truc. Voilà. Ah oui, on voit bien. Alors, les batailles de la Moselle, ça a été terrible. Alors, Jack Kirby, de son vrai nom, Jacob Kurtzberg, est né le 28 août 1917 dans le Lower East Side. Alors, c'est pas le West Side. Le West Side, c'est les Latinos. Le East Side, c'est plutôt les Polonais, l'Europe de l'Est et tout. Mais c'est quand même aussi violent. Donc, une famille juive d'origine autrichienne, le jeune Jacob est confronté très tôt à la violence. Alors, il exerce des petits boulots, il est vendeur de journaux, des choses comme ça. Et passionné par le dessin, Jacob Kurtzberg commence à réaliser des comic strips qu'il tente en vain de proposer à des journaux. En 1935, il répond à une petite annonce et il postule un emploi au studio Fleischer. Il va travailler comme intervalliste dans les dessins animés de Popeye. Popeye, je vous rappelle ma sanglante chronique du mois de janvier. On s'en souvient. Hein. La boîte de conserve. Alors, lorsque les studios ont été transférés en Floride, Jacob Kurtzberg est resté à New York et il a rejoint Will Eisner et Jerry Iger qui avaient créé un studio pour réaliser des bandes dessinées pour plusieurs éditeurs. En 1940, Jacob Kurtzberg rencontre Joe Simon et c'est avec ce partenaire qu'il va former le studio où ils vont produire plusieurs comics. En décembre 1940, il signe sous le nom de Jack Kirby Captain America, le comic book qui va avoir tout de suite un succès énorme, vendu à plus de 1 million d'exemplaires au premier numéro. Ouais. Simon et Kirby produisent alors avec succès pour plusieurs éditeurs, ils travaillent pour plusieurs maisons, mais en 1943, leur association est interrompue car les deux hommes sont appelés à servir sous les drapeaux. Donc, il fait ses classes, en 1944, le Jacques, il débarque en Normandie et il va avancer jusqu'en Lorraine où là, il participe à cette bataille devant le Dormo, dans les bois de Corny, où les 3/4 des GI présents vont mourir. Alors donc, il va être complètement traumatisé, il va avoir une dépression très grave, il va être rapatrié aux USA, mais toute sa vie, il va rester marqué par cette expérience qui va influencer son univers créatif dans lequel on retrouve souvent la notion d'entraide entre des personnes différentes pour survivre dans les combats. Alors en 1945, Simon et Kirby se retrouvent et reforment leur association, mais malheureusement à cette époque, le monde des comic books connaît une surproduction, il y en a trop. Donc en fait les libraires ils vendent que ce qui marche, quoi. Alors pour sortir du lot, Simon et Kirby ils inventent un nouveau genre, le comic de romance. Alors c'est un peu pour la BD ce que font les éditions Harlequin. Voilà, c'est bon. Mais ça a eu du succès, ça se vendait à des millions d'exemplaires aussi ce truc-là. En 1954, Kirby et Simon lancent leur propre maison d'édition, Mainline Publication, mais mauvaise pioche, c'est cette année-là qu'il y a un contrôle du Sénat américain sur les comics parce qu'on les accusait de pervertir la jeunesse. Donc, ça va mal pour eux. Alors en 1961, Jack Kirby rencontre Stan Lee et de leur association va naître alors Fantastic Four qui va rencontrer pareil succès immédiat et puis après Stan Lee et Kirby vont
faire une multitude de super-héros qui vont faire la renommée des éditions Marvel. C'est quand même eux les artisans de la réussite de Marvel. Alors il y a Hulk, Thor, X-Men, les Vengeurs, etc., etc. Alors, Jack Kirby participe aussi à la création de Spider-Man. Alors bon, j'ai cherché un album Spider-Man, mais je ne sais pas si je l'ai foutu, de Iron Man, enfin bon, tous les quelque chose man, il était toujours dans le coup, tu vois, c'était bon. Et Stan Lee, qui donne des surnoms à ses collaborateurs, surnomme Jack Kirby The King, c'est le nom qui lui est resté. Alors à partir de cette époque, les liens entre Marvel, qui est devenu une importante maison d'édition, au travail de ces deux-là, et Kirby, ça va devenir tumultueux. Il y a carrément des procès tous les ans parce que, en fait, dans le système américain, c'est les maisons d'édition qui considèrent que ce qui a été produit est à eux. Donc, pour les droits d'auteur, c'est un peu compliqué. Donc, Jack Kirby se lance dans des procès et il va quitter le monde de la bande dessinée. Il est écœuré, il va travailler pour les studios de dessins animés Hanna et Barbera. En 86, un conflit à nouveau oppose l'édition Marvel à Jack Kirby à propos de la reconnaissance toujours des droits d'auteur. Alors un procès qui n'est toujours pas terminé puisque jusqu'à nos jours, les héritiers de Kirby sont toujours en procès avec la firme Marvel. Jack Kirby s'est éteint le 6 février 1994, 76 ans, à Thousand Oaks, en Californie. Il est considéré comme un maître qui a inspiré le plus de créateurs de la BD américaine contemporaine. Voilà. Eh ben, très bien, bravo Charles pour cette biographie de non, la célèbre... Je t'ai pas trahi. Non, c'est bien. Oui, parce que c'est un grand respect. Marche un peu sur les plates-bandes de... Ah bah oui, bon, c'est beau. Réponse, David. Réponse. Droit de réponse. Droit de réponse. Alors, j'ai le droit de réponse. Alors, j'en vois. Alors, c'est parti. Donc, moi, je vais parler de la Doom Patrol. Alors, Doom Patrol, avant d'être une série d'épisodes en 45 minutes diffusée depuis février 2019 sur la plateforme HBO Max en 46 épisodes. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la Doom Patrol? Parce que ça m'intéresse. Ça me dit quelque chose. Oui, voilà. Joris, oui. Tu es un menteur. Tu es d'accord. Tu connais. Donc, personne ici ne connaît. Très bien, je continue. Au tiré de l'univers DC Comics, je pense que personne au castel le connaît. Doom Patrol est une équipe de héros atypiques, des parias au pouvoir incontrôlable faisant face à des menaces de toutes plus abracadabrantes les unes que les autres. Ouais. La Doom Patrol est créée en 63 et apparaît comme une équipe de super-héros, des individus rejetés par la société pour leurs différences et guidés par un homme en fauteuil roulant. Non, ce n'est pas les X-Men. Eh ben non, ce ne sont pas les X-Men. L'auteur Arnold Drake, Bob Haney et Bruno Premiani au dessin donnent naissance à la Doom Patrol dans le Greatest Adventure numéro 80, magazine qui connaît un fulgurant succès et qui se renommera la Doom Patrol ensuite. Cette Doom Patrol regroupe 3 individus au pouvoir extraordinaire autour de Niles Calder, alias le chef, le fameux homme paraplégique, inventeur de génie, cherchant à rendre le monde meilleur. La série est apparue en France dans Aventure et Fiction, alors je l'ai ramené ici, mais je déconseille qu'on commence par cette série-là parce que c'est complètement décousu, mal traduit, et des fois il y a 10 épisodes avant qu'on ait la suite. Donc on va plutôt miser sur la vraie Doom Patrol qui est ressortie chez Urban Comics aux éditions Vertigo, qui pour démarrer est très très bien. Donc je continue. Le Chief a sauvé la plupart d'entre eux, le plus souvent le traitement, les prothèses, qui leur permettront de continuer à exister et de se réinsérer dans la société. Rita Farr, Elastigirl, elle, une actrice nageuse olympique, va respirer des fumées volcaniques lors d'un tournage. Elle est capable d'un seul coup de modifier son corps, l'élasticité, etc., grandir, diminuer. Mais malheureusement, sa carrière d'actrice prend fin parce que la mode, le cinéma, la perfection, c'est la règle. Ensuite, nous avons l'ami Larry Trainor, qui est donc un ancien pilote d'avion. Lui, exposé à un chômage radioactif pendant un vol, il est désormais capable de libérer en dehors de son corps une énergie. Alors, j'ai remis les petits personnages. Ah ouais, super. À la fameuse équipe. De réintégrer son corps. Donc, s'il ne réintègre pas son corps dans les 60 secondes, il meurt. Et bien sûr, il est embobiné dans une espèce de turban autour de sa tête, craignant la moquerie d'autres et des réactions désobligeantes à son égard. Et nous avons Cliff Style. Alors, lui, c'est clair. Lui, déjà mort dans un accident de voiture. On récupère son cerveau et on le met dans un corps métallique. Il est connu sous le nom de Robotman. Le problème, c'est qu'il est quasi invincible et condamné à ne plus trop rien ressentir. C'est le problème. Et il pousse bien souvent son corps dans des limites, des retranchements où la mécanique est éprouvée à son maximum. On pourrait penser, à plus d'un égard, que l'auteur Drake s'est inspiré des Fantastic Four. Bizarrement, ça ressemble
Un mec et orange. Fantastic Four. Fantastic Four, comme dit, oui, effectivement. La Torche Humaine, Elastigirl, plutôt genre l'homme fantastique, et puis lui plutôt caché, invisible, donc la femme invisible. Donc on peut imaginer qu'ils se sont un peu inspirés. On voit à cette époque, les maisons d'édition, les créations se copient un petit peu. On est sur les tendances. Les comics sont un reflet de la société dans laquelle elles sont publiées, il faut le savoir. Portées par les combats sociaux de l'époque, beaucoup de gens sont considérés comme des minorités, les femmes, les Afro-Américains et les personnes en situation de handicap demandent à être plus de reconnaissance. Dans cette équipe de super-héros vraiment à part, la Doom Patrol a cela d'original qui se déteste être des super-héros. L'autre, il aurait préféré rester mort. Lui, il n'a pas envie de rencontrer du monde. C'est assez atypique quand même, des héros qui n'ont pas envie de rencontrer les gens. C'est comme Joris, il va détester marcher au bout d'un moment. C'est ça, les ampoules et tout. L'aspect monstrueux des personnages, il est exacerbé, alors que le chef essaie justement de donner le meilleur d'eux-mêmes. La Doom Patrol est un groupe de freaks. Alors les freaks, pour ceux qui ne savent pas, le freak show, apparu au 19e siècle, des individus souffrant de malformations, de sources diverses, lilliputiens, hommes à 3 jambes, femmes à barbe, autres loups-garous se mettent en scène pour subvenir à leurs besoins, évidemment, dans une société qui les rejette et les considère comme des erreurs de la nature. Parmi ces célèbres freaks sont Elephant Man, bien entendu, le film de Todd Browning en 1932, Freaks, la monstrueuse parade, où on peut mettre aussi dans le paquet le magicien d'Oz. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais quelque part, les personnages, l'épouvantail n'a pas de cerveau, l'homme en fer blanc n'a pas de cœur, le lion est très peureux, et la petite Dorothy est un peu perdue dans ce monde-là, et elle essaye de compter sur elle-même pour s'en sortir. Ceci dit, à l'époque, la critique la dépeint comme c'est un personnage un petit peu trop fort, indépendant quand même. Les femmes doivent rester un peu à leur place. Donc, tous cherchent à s'accomplir dans leur voyage et finir par découvrir des qualités qu'ils ont déjà en eux-mêmes. Ça, c'est important. La Doom Patrol ne cherche pas le salut en mettant en scène leurs dons terrifiants, mais en se rendant utile à la société, comme si l'acceptation de leurs différences passait par la réalisation de bonnes actions pour protéger le commun des mortels, le message de fond encourageant à la tolérance est bien là. Les héros de la Doom Patrol sont plus humains, se querellent, doivent gérer des problèmes personnels avant de sauver le monde. On peut démarrer la série Doom Patrol, donc je disais donc à travers cet ouvrage que j'ai montré à Joris et qui me l'a déjà fourré, qui me l'a chouré. Il a circulé. Il m'a tiré. Donc, alors la série donc est faite par Gérard Way, donc qui a également développé la The Umbrella Academy pour ceux qui connaissent, également en série télévisée, mais en bande dessinée depuis 2019. Une famille dysfonctionnelle de frères et de sœurs, super-héros adoptés par un étrange personnage qui les a un petit peu formés. La Doom Patrol est une ode à la diversité, à l'acceptation de soi et au droit de la différence. Faut-il s'accepter soi-même pour être accepté par les autres, contraction, ou l'inverse? Certaines maladies, comme la neurofibromatose de type 1 de l'Elephant Man, ou bien merci, je remercie mon stagiaire qui m'a fait ma chronique pour les fameuses maladies, l'épidermolophasie véruciforme, qu'on surnomme la maladie de l'homme arbre, laisse des traces irréversibles, parfois handicapantes. Oui, ça fait super mal. Tu la possèdes, ouais, qui peut marginaliser malgré elles des personnes qui n'ont pas voulu cela et qui n'ont a priori pas eu de chance dans la vie. Comment s'adapter à ces circonstances de la vie de tous les jours? La question reste ouverte. Donc voilà, donc des hommes peuvent être des freaks. Alors c'est pas vraiment des héros. Je conseille cette lecture. Elle est vraiment, c'est très barré comme lecture. La Doom Patrol. On va dans des mondes complètement à part. Il y a des rues complètes qui sont des êtres vivants. Une rue, c'est un héros, la rue. Il y a je conseille la lecture. C'est vraiment c'est à part, c'est spécial. Et la série. Alors, si vous ne connaissez pas la série, je vous invite à aller la voir. Très, très chouette. Super. Eh ben, dis donc, ouais. Voilà. T'as bien fait de revenir, hein, David, quand même. Oui. Ah oui, quand même. Il a quand même mis 4 mois pour faire la chronique. Ouais. Et c'est même pas lui qui l'a fait entièrement. Je remercie Gaston, mon stagiaire. Merci à mon stagiaire qui m'a fait une petite partie de la chronique. Mais je parlais d'un autre personnage qui fait partie de la Doom Patrol une autre fois. Beast Boy. Donc je me servirai peut-être de la chronique de Gaston également. Merci. Merci bien David, merci Gaston. Et donc eh ben voilà ce petit florilège de bandes dessinées qui ont un rapport aussi avec l'engagement, avec les valeurs portées par le projet de Joris, Pablo et Julien. Les 3 camarades. Alors, c'est vrai qu'on s'est dit quelle contribution, nous, on pourrait faire au niveau du Son des Bulles pour ce projet-là. Alors, on s'est dit, tiens, on va essayer de créer la plus merveilleuse des BD Tech pour les blues roses. Voilà. Alors, comment ça va se passer ? Il faut que je retrouve un peu mon fil. Voilà. Alors, on va essayer de créer cette BD Tech en vous demandant, chères auditrices et chers auditeurs qui nous écoutez, eh ben, pourquoi pas de nous transmettre, de nous fournir un album de bande dessinée
pour les enfants, pour les grands, puisque les Blues Roses s'adressent à tous les patients en fait, des hôpitaux et les résidents des EHPAD. Donc un album en très bon état, bien sûr, hein, avec, si possible, pas forcément une série, parce que c'est toujours bien d'avoir un one-shot, parce que sinon une série, si on n'a qu'à la moitié de l'histoire, c'est plutôt embêtant. Donc, oui, Joris. Sauf bien sûr les séries pas un peu pour enfants, mais enfin tout ça, tout ce qui est Titeuf, les profs, ou en fait même comme c'est des gags, ça suffit. Exactement. C'est ça. Mais si c'est par exemple un tome de One Piece, là c'est compliqué. C'est un peu pour les mangas, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué. Mais il y a des one-shots dans les mangas quand même. Et donc voilà, si vous pouvez nous transmettre, vous mettez votre nom, prénom dedans, un petit mot, pourquoi pas. Nous, on vous fera un petit retour, on vous remerciera personnellement sur la page Facebook, bien sûr. Si. Même si on a 50 000 dons. On n'est pas à l'abri d'un succès. On n'est pas à l'abri, sur un malentendu, bien sûr. Et puis, on fournira, le jour de ton départ, de votre départ, ces dons que vous pourrez nous faire à l'association des Blues Roses. Et eux, iront redistribuer, prêter, lire, ou je ne sais pas comment elles vont l'utiliser, mais auprès des patients, et pour égayer, pour changer le quotidien des patients, de ceux qui sont à l'hôpital. Et puis voilà. Et on sait que la bande dessinée, sur ce point-là, c'est assez efficace aussi quand même, pour changer, pour s'évader. Et puis voilà. Donc, voilà, le lancement est parti, oui. On peut récupérer, du coup, on peut peut-être rappeler les BD, où est-ce qu'on peut les déposer? On peut les déposer à la radio, bien sûr. Ici à la radio, et aux différentes librairies qu'on a citées tout à l'heure. Voilà. On peut trouver sur le site. Alors, la parenthèse. Plus belle les bulles. Merci Mirko. Voilà, merci Mirko et toute son équipe. Bien sûr. À la librairie Plus Belle Libule, merci Pauline, Pascal et toute son équipe. À la librairie Kodama à Toul, merci Benjamin pour ton soutien. Et puis ici, à la rue Laurent Bonnevet, merci à tous les animateurs. Oui. Et pour rester dans la thématique, justement, en ce moment même, à la parenthèse, il y a une rencontre, une petite soirée apéro, discussion, dédicace, avec deux auteurs, Jean-Christophe Chauzy pour 109, paru chez Casterman, et Tu ne marcheras jamais seul, de L'Homme étoilé, qui sort demain seulement au Lombard. Et bien, si vous avez dès que vous avez terminé d'écouter l'émission, courez vite à la parenthèse. Bien sûr, courez. Directement. Et puis après, dans les autres librairies, bien sûr, qui ont aussi plein d'animations à proposer. Aussi ce week-end, le festival Ville et BD, bien sûr. N'hésitez pas à vous y rendre. Il y a 25-30 auteurs prévus, des connus, des moins connus, des régionaux. Nous serons présents aussi avec Philactère, pour les gens qui nous ont déjà un petit peu connus là-bas. Tout à fait. Oui. Super. Avec l'association Nous Auteurs. Voilà, exactement. On irait peut-être aussi, François. Probablement que oui. Probablement que oui. On va faire une petite balade dans les allées du stand. Il y aura plein d'animations. Ce sera festif, c'est le week-end au Parc de Graffigny et au Centre culturel des Écrennes dans Avillers-les-Nancy. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Merci JB d'être venu nous présenter ton financement. Alors, Ghost... Sur Ulule, c'est ça? Ulule. Oui, sur Ulule. Avec Ghost pour financer Ghost Company. Ghost Company. Yeah. Avec les faucheuses. C'est ça, des faucheuses partout. Les faucheuses partout. Pour faucher tous les... Merci Charles, merci Francis. Un petit dernier mot vite fait. C'est très rapide. Pour c'est Jean-Luc qui nous dit un dernier mot. Dernier mot, c'est possible. Merci Jean-Luc. Loïc Billan, donc un ancien ami, un ami. Un ancien élève. Un ancien élève à toi en plus, super. Il fait de la fanfiction, Loïc Billan. Il a fait les Beaux-Arts, donc il propose Alien Dérive de Fortune. C'est totalement gratuit, c'est un PDF, donc il ne gagne absolument rien dessus. C'est une nouvelle librement inspirée. Donc je vous invite à essayer de voir son travail. Donc Loïc Billan, Alien, La Dérive de Fortune, Nostronomicon. Et franchement, son travail vaut le coup parce que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, dessinateur également, écrivain également à ses heures perdues. Mais en tout cas, personne investie et très courageuse. C'est quelqu'un qui a été à bonne école. Ah oui. Sans doute. Mais il était déjà très doué pour le dessin quand il était en CP. Très bien. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. À bientôt, au mois prochain. Merci. Bon courage, Joris. Bon courage, même. On est avec toi dans notre canapé. De tout cœur. De tout cœur. Merci, Jean-Luc. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org